Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Marie. Salut Léo. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Bah écoute, ça va très bien. En off, avant d'enregistrer, on a eu des discussions très intéressantes en lien avec la politique du jour. Aujourd'hui, où on enregistre, nous avons eu un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Cet épisode, du coup, ne lui est pas dédié. Il lui est dédié ? Lui est pas dédié ? On a dit qu'on savait pas, qu'on mettait un joker parce qu'on parle pas de politique. Ravi du coup que tu m'accueilles dans tes locaux à Rennes. C'est un bâtiment très années 60-70, je sais pas de quand ça date. Ah, c'est grand, hein. C'est très grand, mais c'est très beau. J'ai besoin de 300 mètres carrés pour travailler. C'est juste pour toi, évidemment. Voilà, c'est tes locaux de 300 mètres carrés parce que tout le monde le sait, quand on est entrepreneur, on gagne plein d'argent, on gagne 100K par mois, n'est-ce pas ? 100K par jour. 100K par jour. Ah oui, j'ai vrai. Excuse-moi, je suis pas encore à cette 2024. Faut que je paye ici. Hein. Il faut payer le 300 mètres carrés. Et puis, c'est que cet étage, il y a aussi les autres. Enfin, j'ai tout le bâtiment. Bien sûr. Tu payes tout le bâtiment. Ouais. Et puis, c'est un grand bâtiment en plus. C'est énorme. Mais ravi de te voir, de faire cet enregistrement avec toi. C'est du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu vas te présenter, mais tu restes la RH de la vraie vie. Le nom de ton podcast qui te colle à la peau. Mais même si tu as envie maintenant de parler d'autres sujets, et du coup, on va faire aujourd'hui un épisode ensemble sur plein de thèmes, mais le thème central va être du coup les RH quand ils s'occupent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, car comme tu le sais très bien, il n'y a pas de RH pour les RH, sauf dans quelques grands groupes où tu as des HR for HR, genre typiquement chez L'Oréal, tu vois, il y a une équipe de 10 personnes qui sont HR for HR, mais c'est peut-être l'exception en France, car personne ne s'occupe des RH. Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en, disons, 1-2 minutes ? Eh ben, je suis Marie, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes et je suis créatrice de contenu, fondatrice de la sororité RH, qui est la première communauté qui rassemble les femmes de la fonction RH. Je m'exprime énormément sur LinkedIn. J'ai un podcast qui s'appelle Les RH de la vraie vie et j'ai à cœur, sur le volet RH, de parler justement de cette vraie vie, de donner la parole aux femmes et aux hommes RH de l'ombre, ceux dont on n'entend jamais parler, parce que je trouve que les médias donnent beaucoup trop de place aux DRH et qu'il y a aussi plein d'autres petites mains qui œuvrent pour la fonction et qui ont plein de choses à dire. Donc je leur donne la parole sur mon podcast et j'essaie de les représenter au quotidien dans mes posts où je vais justement parler de santé mentale des RH, de leur carrière, de leurs aspirations et voilà, de faire des posts qui vont les réconforter, qui vont leur montrer aussi que la réalité qu'ils ont, je l'ai vécue et que on essaie d'œuvrer ensemble pour trouver des solutions. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, je suis à leur côté. Et qu'elles ne sont pas seules. D'ailleurs, je précise que souvent dans tes posts, du coup, tu parles des RH en elles, donc au féminin en global, parce que comme il y a plus de femmes que d'hommes, c'est plus simple. En effet, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le masculin ne fait pas le neutre, contrairement à ce que dit notre cher président. Et donc, typiquement, quand tu parles d'elles dans cet épisode, tu parles des RH en général, femmes comme hommes, mais pour des raisons de simplicité, du coup, tu parles toujours de elles plutôt que de dire il et elle, etc. Voilà, 85% de femmes, donc j'utilise la règle de la majorité qui est le elle, mais bien sûr, ce elle inclut tous les ils. 100%, trop bien. Écoute, merci pour ça. Est-ce que tu aurais une chose que tu aimes dans la vie à nous raconter ? C'est quoi la chose que tu aimes le plus ? Ça peut être perso ou pro, comme tu veux. J'adore cuisiner. T'adores cuisiner ? C'est quoi ta recette favorite ? Ou tes recettes ? Ce qui te vient en tête en premier. Je cuisine pas forcément énormément des gâteaux, je vais plutôt faire des plats. Le dernier truc que j'ai cuisiné, c'est que j'ai tenté, en recopiant une recette TikTok, de faire des poireaux sauce gribiche. C'est quoi la sauce gribiche ? C'est une sorte de mayonnaise que tu montes avec des œufs durs et tu rajoutes des cornichons, des capres et avec des poireaux rôtis, des petits croûtons. C'était pas mal. Ça a l'air bon. Ouais, c'était pas mal. Trop bien. Écoute, je note. Et est-ce qu'inversement, donc tu aimes bien cuisiner ? Est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? J'aime pas avoir faim. Ça, c'est avant que tu cuisines, du coup.
Ouais, non, je déteste avoir faim. Quand j'ai faim, je suis trop chiante. Ok. Et toute heure de la journée, tu manges matin, midi et soir ou t'as des phases de intermittent fasting ou trucs comme ça? Ouais, j'aime bien faire plein de petits repas parce que par contre j'ai un petit appétit, donc je mange plein de fois. Tu manges beaucoup, enfin à plusieurs reprises, mais des petites quantités. Ouais, c'est ça. Un peu comme genre les chats qui mangent toutes les heures ou 2 heures, mais ils mangent 4-5 croquettes, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement ce que fait le mien. Oui, c'est l'exemple, c'est vraiment ce que j'ai des chats chez moi, je les vois, je me dis genre c'est génial. Puis il faut des croquettes à 3h du matin. Exactement. Et enfin tomber par terre, évidemment c'est pas drôle, juste après revenir te voir et te mettre ta patte dans le cou pour te réveiller. Et coucou, j'ai mangé. Coup de patte dans le nez, ouais. Coup de patte dans le nez. Et puis miaulement, et puis non, je saute sur le lit et sur toi par les mêmes occasions. Parce que la croquette est tombée par terre, donc elle est immangeable maintenant. Donc humaine, il faut que tu ailles m'en redonner. On aime bien avoir des chats, c'est chouette. Et troisième petite chose que je demande aussi à chaque invité, est-ce que tu aurais un objet fétiche que tu aurais ramené pour l'enregistrement? Alors je suis désolé, c'est un sacrilège, je te l'ai fait enlever pour cet enregistrement, tu vas nous dire pourquoi. Quel est ton objet fétiche? Mon objet fétiche que j'ai amené avec moi, c'est mon béret. Parce que je porte depuis des années des bérets et c'est devenu un petit peu un symbole qui fait que les gens commencent à me reconnaître aussi grâce à ça. Je vois bien quand je me déplace en salon RH ou même c'est arrivé dans la rue que des gens m'arrêtent en disant c'était même pas tu es Marie Dolate, c'était tu es sororité RH. C'est toi la sororité, tu représentes toutes les femmes. Je pense que le nom de la communauté est mieux passé que mon nom à moi peut-être et du coup j'ai toujours j'ai en représentation publique entre guillemets, j'essaie d'avoir toujours un béret pour associer cet objet que j'adore et que je porte en fait même dans ma vie perso. J'en ai plein de couleurs, j'étoffe ma collection et ça me fait plaisir d'en avoir un. Et du coup, comme j'ai un casque sur la tête, j'ai dû l'enlever parce que c'était pas très pratique. Tu remarqueras que je t'ai proposé de le garder, de ne pas mettre le casque, mais c'est quand même rigolo d'avoir ce côté radio dans les oreilles. Tu peux mettre le béret par-dessus le casque. Exactement, ça ferait un style un peu rigolo. Écoute, trop bien. Le thème dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment parler des RH. C'est ce que tu fais de toute façon aujourd'hui en grande partie, comme tu l'as dit en intro. Ma grande question pour commencer, elle est très simple, c'est clairement un métier de taré, un métier si spécial. Pourquoi est-ce que le métier de RH est si difficile? C'est une question de posture en fait. Les RH, on parle toujours de la posture des RH parce que le métier est difficile parce qu'il a un statut à part dans les entreprises et pas vraiment de place dédiée. Et surtout, c'est d'une entreprise à l'autre, être RH, ça peut dire tout et ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Tout le monde place des choses différentes derrière le métier de RH et c'est une place qui est pas dans la direction, pas dans les collaborateurs, qui est entre les deux. Et c'est très difficile d'être entre les deux, surtout quand on est soi-même salarié de l'entreprise. Et je déplore aujourd'hui que les RH n'aient pas un statut particulier, que ce soit vraiment posé dans la loi, dans le code du travail en fait, au moins un statut protégé. Parce que les RH, on leur demande des résultats incroyables avec aucune possibilité de les atteindre, si ce n'est de se démener pour faire tout ce qui est en leur pouvoir, mais en général, c'est pour ça qu'il y a énormément de burn-out dans les RH, c'est qu'en fait, on leur donne pas les moyens des ambitions qu'on leur demande, donc très souvent, elles s'épuisent parce que elles essaient de faire au mieux, mais c'est pas simple du tout, et donc c'est souvent pour ça que c'est pour ça qu'il y a des problèmes de santé mentale en RH, c'est que c'est un métier qui est hyper difficile, c'est que c'est un métier flou et qui a vraiment besoin d'être clarifié et de qu'on dise les RH c'est ça et ça, et vous n'avez pas à le faire, vous n'avez pas à faire autre chose. Moi quand j'ai commencé à être RH, la première chose qui m'a choquée, c'est à quel point on m'a demandé des tâches qui n'étaient pas RH justement. On m'a demandé de faire des tâches, même des trucs du séminaire par exemple, de l'office management, oui, du marketing. De l'assistanat, de prendre des billets de train, de réserver des restos, d'aller réparer la machine. C'est une tâche de RH. Je sais pas pourquoi t'en fais tout un truc. Quand tu es RH, tu sers à rien, tu connais rien à la finance, tu connais. Si j'en crois le chef qui m'a demandé, c'est une tâche de femme. C'est pour ça qu'il m'a demandé. C'est parce que j'étais la première femme qu'il a croisée dans le couloir. Donc toi, elle a fait ça. Toi, femme, fais ça, sûr, c'est un job de meuf, ça, de prendre les billets de train. De prendre soin des autres, au global, de toute façon. Oui, et puis bon, j'ai que ça à faire. Bien sûr, mais tu sais faire que ça, évidemment. Voilà, et puis même des collaborateurs qui viennent me voir avec des demandes perso. J'arrive pas à prendre rendez-vous chez le médecin, les impôts, ce genre de choses, à qui je disais, c'est pas mon boulot, en fait, c'est que what? Tu n'es pas psy en plus de RH et en plus de chargé d'animation. L'aspect psy, je le faisais aussi parce que j'aimais ça, mais je me suis un peu épuisée à le faire aussi au bout d'un moment parce que on n'a pas
pas de temps dévolu à ça. Même finalement, beaucoup de RH se plaignent d'avoir pas de temps dévolu juste pour parler avec les collaborateurs. Parce qu'une fois, ce qu'elles ont fait tout le travail de la journée, il est déjà 20h, hein, donc elles n'ont pas le temps de parler avec les gens. Et si elles parlent avec les gens, elles prennent du retard sur leur taf. Et c'est dommage parce qu'il devrait y avoir des temps spéciaux pour ça. On leur demande aussi d'être auprès des collaborateurs. Comment on peut être auprès des collaborateurs si on est derrière son ordi toute la journée à remplir des tableurs Excel et c'est ça en fait qui m'a déçu et qui déçoit souvent les filles avec qui j'échange et quelques mecs aussi. C'est la déception qu'elles ont. Elles y sont allées pour œuvrer à quelque chose et en fait leur quotidien les empêche totalement de le faire parce que le quotidien administratif les engloutit totalement et comme les équipes sont régulièrement sous-staffées, elles n'ont pas le temps en fait de faire le dans beaucoup de boîtes en effet, notamment dans des PME, dans les startups, tu peux pas t'as une technique qui marche. Je me souviens, j'avais une HRBP chez L'Oréal, je trouve ça génial. Ce qu'elle faisait, c'est sa journée avec les collègues, enfin avec ses collègues non RH, donc elle allait dans les bureaux, elle connaissait par cœur le nom de 200 personnes de l'étage et tous les matins elle allait dire bonjour à chacun et chacune et en fait elle répondait pas aux mails. C'était sa technique justement pour ne pas avoir à gérer cette double vie et du coup elle ne répondait à rien et en fait juste quand c'était urgent on la rappelait et du coup genre là il répondait, mais sinon genre elle répondait à zéro. Et je trouve ça extraordinaire, tu vois, comme logique. En fait c'était une des RH les plus appréciées parce que du coup elle était toujours à aider justement les gens au quotidien avec eux, mais par contre elle faisait zéro mail et l'admin était géré par une de ses collègues par contre. Donc, elle avait pas à gérer l'admin. C'est pour ça que j'allais te dire, dans un grand groupe c'est possible quand t'as un rôle où t'es juste là pour être un peu people pleaser et pour faire plaisir aux gens. Parce que c'était prévu. Exactement. Parce que c'était prévu, du coup, c'est génial, tu vois. Zéro mail, c'était trop bien. Et genre limite elle me dit fais pareil Léo. Je sais pas, moi je peux pas parce que j'ai beaucoup d'admin à faire, mais bah oui, puis même en dehors des mails il y a tellement de choses à faire. La plupart des RH, il y a même d'ailleurs c'est des fois des choses qui me choquent, c'est qu'il y a beaucoup de RH qui ne sont pas que RH, qui ont des postes en plus, qui vont être RH/comptable, RH/office manager, RH/ tout. Et donc, même au-delà de ça, parce que moi, c'était des choses qu'on me demandait, mais les gens, ils comprenaient pas. Quand je disais, c'est pas mon boulot, j'ai déjà des choses à faire. Et on me répondait, mais t'es pas gentil, la RH d'avant, elle le faisait. Bah ouais, mais la RH d'avant, elle avait choisi de le faire et de rogner sur son temps personnel. Moi, c'est mort. À 17h, je pars au bar avec mes potes. Hein. Bien sûr. Ouais, on attend de toi, en fait, beaucoup trop quand t'es RH. C'est une vision, quand même, là, hyper négative qu'on vient de dépeindre. Mais c'est logique parce que c'est un métier où il y a beaucoup de difficultés. Hein. Enfin, qu'on se le dise. Et en toute honnêteté, c'est un métier qui est dur. Est-ce que, du coup, si on inverse, qu'on voit, pour le coup, le verre plutôt plein et qu'on est plus positif, est-ce qu'il y a des moyens de kiffer son job de RH? Est-ce que vraiment, tu penses que tu peux prendre plaisir dans ce job qui, de prime abord, paraît quand même assez difficile? La situation là qui est dépeinte, c'est une situation qui est subie, mais la chose que j'essaie le plus souvent de dire quand je rencontre notamment des jeunes RH, dans le sens soit qu'elles sont jeunes en âge, soit qu'elles sont jeunes en expérience, c'est de choisir vraiment très consciemment le poste, de savoir où elles mettent les pieds. Ouais. De savoir où elles vont, parce qu'il y en a beaucoup trop en fait qui se disent je veux être RH, qui acceptent le premier poste RH venu, qui font ok, donc RH dans cette boîte là c'est ça, et elles vont associer et puis elles vont se dire du coup je pense que la question que je reçois le plus souvent sur les réseaux c'est suis-je faite pour être RH, et à chaque fois je leur réponds la même chose. Il n'y a pas de suis-je faite pour être RH ou je suis pas faite pour être RH. C'est est-ce que ce poste dans cette entreprise, ça te correspond, ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas que elles prennent tout de suite la responsabilité sur elles-mêmes en mode je suis pas capable d'être RH dans cette boîte. Mais personne. Et du coup, pas RH du tout. Oui, et par extension, pas RH du tout. Mais déjà, d'une entreprise à l'autre, ça veut pas dire du tout la même chose. Heureusement qu'il y en a qui sont super heureuses dans leur poste, épanouies avec des moyens, et j'ai échangé avec certaines, et c'est trop cool d'entendre des témoignages comme ça. Heureusement qu'il y en a. Mais celles qui sont pas bien, c'est parce qu'elles subissent la situation et elles veulent pas abandonner l'entreprise, donc elles restent et elles subissent et c'est de pire en pire. Alors que des fois la solution ça peut juste être change de boîte. Et elles osent pas forcément aller postuler ailleurs parce qu'elles veulent pas laisser tomber l'entreprise où elles sont attachées aux gens, et puis bien sûr il y a beaucoup un côté faut que je reste et puis beaucoup de RH ont un syndrome du sauveur qui va faire 100%. Que elles vont rester là-dedans, puis elles y sont allées pour il y a ça aussi qui est compliqué, c'est qu'elles sont allées dans cette entreprise pour aider les gens. De fait c'est ce qu'elles font toute la journée, aider les gens, puisqu'elles sont face à des gens en détresse parfois. Moi, mais pas de la bonne manière, quoi. Voilà, mais du coup, on confond, en fait. Moi, c'était pareil. J'étais dans cette dernière entreprise où j'étais RH qui était une entreprise en difficulté. J'étais Mère Teresa. J'aidais toute la journée les gens. Je me sentais hyper à ma place en termes d'aide. Par contre, je me suis cramée. Et j'ai plus pu être RH après ça parce que je me suis complètement cramée en termes de tout, de sens, etc. Et il y en a beaucoup, au fait, qui se retrouvent là-dedans. Et à l'époque, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, mais je suis pas capable d'être RH, en fait. Mais non, j'aurais pu être capable d'être RH dans une boîte saine. Et ça, donc, oui, tu aurais pu avoir une autre approche de tout ça. Voilà, il aurait fallu, à l'époque, que j'ai la maturité. Je l'avais pas du tout. Donc, je comprends totalement que ça vienne pas naturellement. Mais juste se dire, c'est pas moi qui ai un problème, c'est mon entreprise qui a un problème. Et ce qui est dur, c'est qu'il y a beaucoup
d'entreprises qui sont pas saines pour les RH et pas saines pour les collaborateurs tout court. Donc c'est se remettre dans une position de collaborateur et de chercheur d'emploi normal et se dire mais dans quel type d'entreprise je veux faire des RH et pas se dire je vais quitter le métier parce que je suis pas capable parce que dans cette boîte-là c'était horrible. Mais en vrai, tu apportes un sujet, et si tu veux, on en reviendra juste après là-dessus, mais sur justement comment en tant que RH, comment tu trouves une boîte. Et du coup, tu vois, nous, une grosse partie de l'audience de TamTam, c'est aussi des recruteurs et des recruteuses, mais c'est la même problématique parce que souvent les RH et les recruteurs, souffrent des mêmes problèmes. T'es pas assez légitime, t'es pas assez crédible, etc., etc. Du coup, là-dessus, donc tu me parlais que t'as un podcast où tu parlais des RH régulièrement, et tu disais qu'il y avait quelques manières qui font que tu peux kiffer ton job RH, vraiment prendre un max de plaisir et être heureux dans son job. C'est quoi, tu dirais, les choses? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est, je sais pas, être en mode genre carriériste à fond? C'est quoi du coup les solutions pour aimer faire des RH? Avec des témoignages que tu aurais par exemple des gens que tu penses dans tes épisodes. Il y a quelque chose que j'ai repéré à force d'échanger avec différents types de RH, c'est que la façon dont on va considérer son poste, ça va vraiment changer la façon dont est menée la carrière et ça va changer la façon dont tu considères ton poste. Et le point commun que j'ai repéré entre toutes celles qui semblaient épanouies et heureuses là où elles en sont, c'est que justement elles étaient dans ce côté proactif dans leur carrière où elles avaient... C'était pas forcément qu'elles étaient meilleures que les autres et qu'elles avaient choisi des entreprises super ou quoi, mais c'est qu'elles capitalisaient sur ce qui était positif dans ce poste et elles s'en servaient pour construire leur CV et leur socle de compétences pour aller capitaliser après et continuer l'aventure comme ça. Et je l'ai fait un peu aussi. La dernière entreprise où j'ai été RH, j'y suis allée parce que je voulais apprendre à faire de la paye. Je savais que sur un CV parce que sur un CV RH quand tu as fait de la paye ça change tout. Bien sûr, même sur un job où après tu vas être RH ou DRH, on va te demander au moins de comprendre ce que font tes collègues en fait. Que tu aies mis les mains dedans quoi, que tu sois pas novice sur le truc, même si c'est pas toi qui fais, que tu comprennes comment ça marche. Et j'avais du mal à trouver une entreprise qui me donne ma chance sur la paye. Bien sûr, surtout quand tu connais rien, ça fait peur. Moi j'en avais jamais fait et j'en avais fait très peu en études, j'avais eu 2 cours de paye dans ma vie, j'y connaissais vraiment rien. Donc j'étais quoi ton logiciel de paye? C'était... je dirais pas... Silay, Sage. J'aurais bien aimé que ce soit Silay, les RH l'adorent. C'était Silay. Non, c'était non, je dirais pas le nom, mais mauvaise réputation. Un truc un peu terrible. Et c'était pas pratique du tout, c'était horrible. Ok, je pense devoir deviner de quoi tu veux parler, mais on ne le dira pas. Je le dirai en off. Exactement. Donc étape numéro 1, c'est en effet te dire, en fait, tu choisis, une des possibilités pour kiffer son job, c'est je prends ça comme une étape pour aller faire autre chose après. Et donc tu prends ce que tu as à apprendre de la boîte et un bagage en plus, une ligne sur le CV pour aller plus tard après. Est-ce qu'il y a une autre manière de kiffer son job? En fait, c'est vraiment prendre du recul, quoi. C'est prendre du recul par rapport à ce que tu vis, essayer de travailler sur sa psychologie personnelle. C'est des choses que j'essaie d'aborder dans mes posts aussi, qui peuvent être des sujets tabous, mais notamment la thérapie ou même le coaching. J'aimerais que toutes les RH soient coachées et pourquoi pas aussi aillent en thérapie, parce que c'est pas pour les folles dingues. Et moi, j'ai été en thérapie depuis le début de mes années RH et ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis vraiment de progresser. Il faudrait en avoir dédié, en fait. Tu finis ton master RH, on t'offre, je sais pas, genre les 5 prochaines années, t'as un suivi psy. Non, mais ça serait génial. Pour tout le monde. Pour tout le monde en général. Pour les RH. S'il y a bien des gens qui en ont bien besoin, c'est aussi les RH, parce que tu gères de l'humain. Peut-être encore plus, parce que... et les entrepreneurs aussi, entrepreneuses. Oui, mais en fait, les RH ont vraiment besoin d'apprendre le coaching et la psychologie, à la fois pour elles-mêmes, mais aussi pour pouvoir l'utiliser sur les gens eux-mêmes, parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est énorme dans le poste de RH, et on n'est pas du tout armé à faire face à cette charge émotionnelle. Moi, c'est ça qui m'a perdu à l'époque. Et les études n'aident pas pour ça. Non, je savais même pas que ça existait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais explosé comme ça, parce que c'était pas un burn-out. J'avais beaucoup de charge de travail, mais c'était pas lié à la recharge de travail. C'est parce que j'avais une charge émotionnelle. J'ai fait un burn-out émotionnel. Je l'appelais comme ça à l'époque. Parce que les gens allaient si mal et venaient tellement se confier à moi que j'ai tout pris comme une éponge et j'ai explosé au bout d'un moment parce que j'avais plus de place. Si j'avais su, et maintenant je sais faire, si j'avais su comment décharger cette énergie émotionnelle au fur et à mesure, j'aurais pas explosé à l'époque. Mais bon, il fallait exploser pour comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'invite les RH à vraiment reconsidérer, ne pas se dire qu'elles ont pas besoin d'être coachées. Il y a beaucoup de RH en fait qui se disent inconsciemment ou consciemment, non mais le coaching c'est pas pour moi j'ai envie de coacher les gens mais je veux pas être coaché moi. Et il y a eu un témoignage comme ça qui était hyper inspirant, qui était l'épisode avec Lauriane dans la saison 2, je sais plus le numéro mais c'était épisode 52, tu m'avais envoyé. Tu m'avais préparé tes notes, tu vois. T'as vu, si les gens veulent aller les voir comme ça. Épisode 52 avec Lauriane, qui est une RH belge, qui était très intéressante parce qu'en fait, le point fort de l'épisode, c'est qu'elle m'a dit que le fait d'avoir appris à coacher, ça lui a donné envie d'être coachée. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH, ça va
ça va procéder comme ça en fait. Elle coach du coup ses dirigeants et dirigeantes, je suppose, ou même pas, ou ses collègues directement En fait, elle a demandé à suivre une formation de coaching parce qu'elle voulait apprendre à... Elle voulait pas coacher les gens, elle voulait comprendre les subtilités du coaching pour pouvoir l'appliquer dans ses relations personnelles et professionnelles avec les gens. Plus efficace, ouais. Et en fait, en apprenant à utiliser les outils, elle les a appliqués sur elle-même et elle s'est dit mais j'ai vachement changé. Elle s'est auto-coachée et ça lui a donné envie après d'être suivie par une coach. Et à l'heure où on enregistrait, elle était toujours suivie par une coach. Mais il a d'abord fallu qu'elle aille comprendre les outils pour les autres parce qu'elle se donnait pas l'autorisation d'être coachée elle-même. Donc les RH, donnez-vous l'autorisation de progresser classique de et RH, d'être coachée. De pas s'offrir. Voilà, ils disent tout le temps les cordonniers sont les plus mal chaussés. Essayez peut-être d'inverser la tendance. C'est pas une fatalité. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Allez vous faire coacher parce que c'est pas une honte. C'est tout le monde en a besoin et les RH encore plus parce qu'elles ont une charge émotionnelle plus forte que les autres métiers. Donc faut y aller d'autant plus, quoi. Donc deuxième manière justement de kiffer ce job de RH, c'est de se former et d'être justement de s'aider soi-même en fait avant d'aider les autres. Faut que tu t'aides toi-même. C'est quoi? Aide-toi et le skeleton de RH, puisque c'est citation. Je suis très mauvais en citation et en quote, tu sais. Mais du coup, donc c'est être aligné et avec soi-même et s'aider. 2, tu disais, c'est vraiment voir chaque étape comme quelque chose qui va aider pour la suite. Est-ce que tu as une troisième chose, par exemple, troisième raison qui fait que tu peux kiffer ton job de RH? Par exemple, t'as un pain point majeur que moi j'ai remarqué côté recruteur, ce qu'on me dit toujours, c'est l'argent. Ils ont pas les budgets pour avoir. Est-ce que tu penses que ça a un impact vraiment d'avoir un budget / des outils, ou est-ce que c'est mineur par rapport à tout le reste? Ah oui, ça c'est la base en fait, mais ça peut être difficile d'évoluer dans une entreprise où il y a zéro budget et de faire passer. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes. En fait, les RH qui arrivent à obtenir des choses, c'est souvent des RH qui ont un côté un peu politique. Je leur conseille j'ai fait un live là fin décembre avec un DRH qui s'appelle Christophe et qui était passionnant. On a parlé de ça. Et je le repartagerai, ce qui était un petit comité ce live, mais vraiment c'était de la pépite. Il nous a partagé en fait plein d'astuces pour être plus politique en entreprise et obtenir des budgets et obtenir des choses qui de base paraissaient inaccessibles. Parce qu'en fait, il y va franco, quoi. Il bourrine, il y va. Enfin, il bourrine pas, non, justement. Il utilise des astuces psychologiques, et moi-même j'ai utilisé des astuces psychologiques. J'ai déjà utilisé la psychologie inversée sur mon boss, ça a marché. Et en fait, faut discrétion, toute discrétion. Voilà. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'être plus malin, plus maligne que l'autre et de comprendre l'autre. En plus, les RH, elles sont passionnées d'humain. Mettez-le au service de votre job. Apprenez à comprendre la psychologie de votre boss. Vous savez ce qu'il a envie d'entendre, vous savez ce qui l'intéresse, vous savez comment il fonctionne, vous l'avez sous le nez tout le temps. Utilisez ce côté politique pour obtenir des budgets, des projets, pour obtenir des choses pour ce que vous avez envie de mettre en place sur votre job, sans vous flageller parce que c'est hyper difficile. Il faut aussi, si vous vous rendez compte que dans votre entreprise, il n'y a aucun intérêt pour les ressources humaines, mettez les voiles. Mais dans l'intervalle, vous pouvez mettre en place des petites techniques politiques comme ça pour obtenir des choses et puis, il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est pas pour vous personnellement, c'est pour mettre en place des choses pour les collaborateurs et c'est pour ça que vous êtes RH. Donc, en fait, faut être malin, quoi. Faut être rusé, faut y aller. Être un vrai renard. Ouais, c'est ça. Splendide. Plein de bonnes idées. Enfin, c'est trop bien parce que du coup, tu donnes quelques clés pour justement arriver à kiffer son job. Est-ce que tu donnerais, t'aurais c'est quoi pour toi les soft skills qu'il faut avoir quand on est RH? D'ailleurs, une soft skills, l'avantage, c'est que tu peux la développer. Donc, c'est pas parce que tu l'as pas aujourd'hui. Je sais pas, t'as des gens qui savent pas travailler en équipe. Du coup, ça, tu peux apprendre à le faire. C'est quoi pour toi les soft skills, les 3 à 5 les plus importantes quand t'es RH à développer? Enfin, si on a déjà à garder, à mettre en avant et si on n'a pas à les apprendre. Je dirais la curiosité. Développer sa curiosité de tout, des gens, des situations, des sujets. Souvent, on reproche au RH de ne pas s'intéresser assez au sujet business, par exemple. Sûr. Formez-vous, essayez autour de l'humain. Soyez curieuse sur les aspects business, même si c'est pas simple. Je suis la première à être allergique aux chiffres, donc je comprends totalement. Mais en fait, ça aidera à comprendre l'entreprise et ça aidera à avancer vos arguments plus facilement. Bien sûr. Donc la curiosité, la patience. Faut être quand même assez patient quand on est RH parce qu'on ne voit pas les résultats de ses actions tout de suite du tout. Endurant, la persévérance aussi, voilà, quand même patient et persévérant, je mets un petit peu dans le même lot, mais c'est avoir la persévérance de continuer quand même sur son idée, même si tout le monde dit que ça va pas marcher, même si tout le monde dit que c'est une idée toute pourrie, y aller quand même. Curiosité, patience, persévérance. C'est déjà pas mal d'avoir ça. Honnêteté intellectuelle.
Vis-à-vis de toi-même aussi d'ailleurs, enfin pas se la face à soi, enfin honnêteté vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de soi aussi quoi. Enfin, parce que tu disais tout à l'heure sur aussi le fait d'être aligné avec soi-même, faut être honnête avec soi-même quoi. Ouais, puis prise de recul, ne pas se laisser dominer par son ego, ce qui est souvent pas le défaut des RH de laisser de dominer par son ego parce qu'elles sont pas forcément souvent très peu d'ego même, c'est justement ils ont tendance à s'auto-saboter, tu vois. Bah après, il y avait quand même une fierté à être RH, heureusement, et c'est quand même un métier dont je vois bien qu'il y a un fort attachement à ce métier-là. Moi, je suis très, très, très attachée à la posture des RH et au fait de dire je suis dans le monde RH, c'est quand même quelque chose que j'aime dire. Enfin, il y a beaucoup de RH qui sont fiers, enfin, même le respect qu'inspirent les DRH. Enfin, les DRH, ils aiment bien dire je suis DRH, je comprends totalement. Moi, j'aime bien à l'époque, arriver dans un dîner et dire je suis RH, tout le monde a plein de questions. Ah, trop bien, j'ai des problèmes avec mon CV. J'avais ma boss et tout, genre licenciement, ça marche comment? Après, ça c'est horrible, hein. Tu deviens le conseiller de ta famille, de tes amis. C'est le problème, ouais. C'est que tu te retrouves à aider des gens dans ta vie perso alors que t'as déjà passé ta journée à le faire. C'est sûr que tu connais rien aussi. Enfin, tu vois, typiquement, des fois, on me demande, je sais pas, j'ai une négociation à faire. Bah oui, bah écoute, je sais pas ton industrie, je connais pas ton métier, je connais pas ta boîte, j'en sais rien en fait, juste fais ci, fais ça, mais. Ok. C'est ça. Donc voilà. Pas mal de soft skills à avoir. Mini question provoque. Après, on parlera si tu veux de ce qu'on s'était dit aussi sur justement comment tu trouves ta boîte qui te correspond. Mais mini question un peu de débat. Tu sais, t'as de temps en temps un débat qui jaillit parmi les recruteurs et recruteuses. Tu l'as peut-être déjà vu. Le débat, c'est est-ce que le recrutement c'est des RH? Donc tu sais, aujourd'hui, enfin, Tam Tam c'est un podcast recrutement et t'as des gens qui vont être pour le fait que le recrutement mérite son indépendance. Qu'est-ce que t'en penses du rapport entre recrutement et RH? Comment tu le vois? Un, est-ce que le recrutement est RH ou pas? Et deux, quel est le lien entre les deux fonctions pour toi? Ben, je vois pas comment on pourrait enlever le recrutement des RH. Pour moi, ça fait partie des ressources humaines. Et j'ai l'impression, peut-être que des recruteurs vont me contredire, mais j'ai l'impression qu'en fait, certains recruteurs veulent se dissocier des RH à cause de la mauvaise image des RH. Et envie de dire... Souvent, c'est ça. Envie de dire, nous, on n'est pas comme ça. Essayer d'inverser la tendance et peut-être essayer de ouais, et puis c'est trop facile à ce moment-là, la paye elle va vouloir se barrer des RH, le recrutement aussi, puis à la fin dans les RH il restera avec la finance, etc. Voilà, et puis à la fin il restera plus rien en fait dans les RH. Donc, si il restera la paye. C'est un truc horrible quoi. Non, moi je peux pas être là. Donc du coup non, pour moi le recrutement ça fait partie de la grande famille des RH. J'avais je me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça dans le podcast, mais c'était une bonne phrase, c'était une recruteuse, je crois que c'était Johanna, je sais plus. Il me semble que c'était Johanna, si c'est pas Johanna, je m'excuse auprès de la personne si elle écoute. C'était le recrutement, c'est la cousine des RH. Je trouve que c'était pas si... Ouais, c'est la même famille, mais ils sont quand même à part, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est la même famille. Okay. Pas, en fait, évidemment que tous les recruteurs ne font pas tous les volets des RH, mais peut-être que les RH, c'est trop large aussi. Hein. C'est vrai que être RH, ça veut tellement tout et rien dire. Il y en a qui n'ont jamais fait de paye, il y en a qui n'ont jamais fait de recrutement, il y en a qui font juste du développement RH, il y en a mais qui comme le marketing, tu vois, ça veut plus rien dire aujourd'hui, le marketing. Ouais, t'as tellement de manières de le faire, que ce soit en tant que, je sais pas, quand t'es copywriter, tu pourrais dire que tu fais du marketing, quand tu gères quand t'es social media manager, tu fais du marketing, mais quand tu fais du SEO, t'es aussi au marketing. Est-ce que vraiment t'as un lien entre les deux et entre les trois, tu vois, enfin. Donc c'est vrai que le débat il revient tout le temps. Okay. Mais tu penses toi ça doit être intégré, c'est la même famille, quoi. Genre tu veux pas de dissociation entre les deux. Non, mais il y a quand même un rapport. J'étais RH, je faisais du recrutement et j'avais pas l'impression de pas faire mon job. Je pense que t'as un des arguments, tu vois, et que des fois, enfin moi quand on me propose ce débat-là, où en fait t'as moi une sorte de frustration, c'est j'ai fait un master RH et genre j'ai eu 5 heures de cours de recrutement sur tout le master, tu vois. Du coup en fait le problème c'est que beaucoup de RH en fait ne respectent pas les recruteurs et je pense c'est pas, il y a une raison, c'est la mauvaise image comme tu dis. Une autre raison c'est qu'en fait pour beaucoup de RH le recrutement c'est pas des vrais RH, tu vois, c'est un peu c'est ta première marche et du coup je pense que beaucoup de recruteurs sont frustrés par rapport à ça. C'est là qu'elle intervient la fierté des RH. De ouf. Il y a quand même un passage. Il y a beaucoup de RH qui par exemple ont fait des longues études RH ou une grande expérience qui n'apprécient pas trop de voir par exemple des autodidactes débarquer sans aucune formation sur le poste ou de voir que par exemple ça c'est un truc c'est un débat autre mais moi ça m'a toujours fait rire en fait rire. Je juge pas, mais de voir que la porte recrutement est souvent celle qui est entre guillemets la plus facile à atteindre dans les RH et du coup on va recruter un peu n'importe comment des recruteurs, des juniors et tout, ouais. Et il y a plein de gens qui sont entrés dans les RH par la porte du recrutement alors qu'ils n'avaient pas forcément d'appétence pour les RH de base, mais ils voulaient changer de job et on leur a dit de toute façon recruteur c'est facile. C'est pas un vrai métier de toute façon, n'est-ce pas voilà. Donc, je pense que c'est pour ça aussi quoi. C'est la problématique, c'est qu'il faut revaloriser l'image du recrutement.
et revaloriser l'image des RH, et les deux ont autant on monte tout le monde plutôt que de monter les recruteurs en les RH vers le bas, Voilà, tu montes tout le monde en même temps. Ok, trop bien, merci pour cette réponse. Du coup, quand on a préparé l'épisode, en fait, tu mets un sujet qui est revenu et je trouve hyper intéressant, c'est tous les gens qui nous écoutent quasiment sont RH ou recruteurs, recruteuses, du coup, en fonction de s'ils se définissent en dehors ou dans la famille, on ne jugera pas. Pourquoi est-ce que du coup, quand t'es RH, c'est si dur de trouver une boîte qui va respecter les RH? On en a abordé un petit peu ça, mais qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est dur de trouver un job où l'entreprise va mettre les RH au cœur de son business? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Et deux, comment tu fais? C'est difficile parce que on vit dans un monde où l'humain n'est pas valorisé tout court. Donc c'est difficile de valoriser les ressources humaines quand on valorise pas l'humain. Ou alors il faut être dans les RH et pas s'intéresser à l'humain. Mais bon, ça c'est dommage, vaut mieux changer de métier peut-être. Et c'est ça la problématique, quoi. C'est que si on cherche, en fait, ça dépend de ce qu'on voit justement derrière les ressources humaines. Si on est là pour le côté administratif, le côté vraiment gestion du personnel, etc., je vois pas comment ça peut être beaucoup plus facile de trouver un poste RH. Et j'ai déjà discuté avec plein de femmes comme ça, même d'hommes, qui sont dans une vision administrative des ressources humaines et qui ne constatent pas des problématiques à trouver des entreprises parce que ça recrute quand même. Oui, ils sont OK. Et puis ça recrute pas mal, hein, les RH. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de postes. On le voit tout le temps dans les petits carousels, les métiers de 2030. Chaque fois, il y a gestionnaire paye, responsable ressources humaines. Ça fait un temps qu'ils sont dans les carousels, ceux-là, mais... Voilà, et bon, ils sont toujours là. Ouais. Et donc, ça recrute toujours. Mais par contre, une RH qui va chercher à avoir un impact social sur une entreprise, qui est sur le côté développement RH, conseil de dirigeants, impact, etc., ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en fait, c'est souvent pas ce qu'on attend de sa RH. Les dirigeants, ils recrutent pas une RH en disant « c'est génial, moi je suis une bouse en RH, donc je vais recruter quelqu'un, elle va me dire comment faire ». Non, faut se mettre un peu dans sa tête, ça fonctionne pas trop comme ça. En tout cas, très peu, quoi. Non, mais il y a c'est une question de psychologie de dirigeants, quoi. Ils sont pas forcément dans cette optique-là, et peut-être que moi, si j'étais dirigeante, je serais pas non plus dans l'optique de recruter quelqu'un pour me dire comment gérer mes mecs, alors que ça fait 10 ans que je le fais et que ça va. Et en fait, la problématique, c'est souvent que les RH sont recrutés pour des raisons légales et par obligation. Et donc, c'est difficile en tant que RH qui a envie d'avoir un impact social de s'impliquer dans une entreprise où déjà, de base, t'es là parce que c'était obligé. Il y a beaucoup de dirigeants, si on leur pose la question de « As-tu envie de recruter une RH ?» Il va te dire « Bah non, mais je suis obligé parce qu'on est 49, on va passer 50, donc on va mettre en place le CSE, donc je suis obligé de recruter une RH. » Voilà. Et du coup, la personne, elle arrive là, on lui dit tout de suite « Alors, t'es là parce que je suis obligé, mais moi, si je pouvais, tu serais pas là. Et en plus, maintenant, il faut rattraper tout le merdier qui a été fait depuis l'entreprise a été créée il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on n'a envoyé aucun arrêt de maladie à la Sécu. Et donc, la RH, en plus, pour elle, c'est pas cool parce qu'elle se retrouve arriver, je pense à une création de poste. Il y a beaucoup de RH qui rêvent d'être en création de poste, et moi chaque fois je me dis faites gaffe quand même, parce que la création de poste c'est quand même coton à prendre, parce que tu dois rattraper tout ce qui n'a pas été fait, parce que c'est quand même très rare une entreprise qui crée un service RH en même temps qu'il crée l'entreprise. Souvent il attend qu'il 20, 30, 50. C'est déjà trop tard. Voilà, et c'est déjà beaucoup trop tard, et du coup faut rattraper tout ce qui n'a pas été fait. Faut dire aux dirigeants, alors par contre ça en fait plus, puisque tout ça c'est interdit. Faut mettre en place des points de vigilance sur ça. Donc t'arrives en fait en mode la caisse ouverte de service qui est juste là pour dire ça c'est interdit, ça en fait pas et ça t'as pas le droit. C'est super difficile comme position à prendre. Donc finalement, pour en revenir sur comment les trouver, bien observer quelle est la typologie de l'entreprise avant y aller, en fait. Être en recherche proactive et dire ok, cette entreprise c'est quoi son contexte, et savoir à quoi s'attendre. Parce qu'on va pas du tout avoir la même réaction si on sait à quoi on s'expose en arrivant. Si je sais que je suis sur un poste de RRH, j'arrive sur une création de poste, il n'y a jamais rien qui a été fait, l'entreprise elle a 3 ans, il y a 45 collaborateurs, on crée le service, ça va être le merdier pendant beaucoup de temps. Il faut être conscient du truc, quoi. Ça peut être hyper enrichissant. Il y a des RH qui adorent le faire. Par contre, ça veut dire souvent mettre sa vie personnelle entre parenthèses pendant 1, 2, 3 ans. Ça veut dire que ta vie, c'est ton taf. Ça veut dire que tu vas vraiment passer du temps. Ça va te prendre énormément la tête. Donc, ça peut être hyper stimulant pour sa carrière. Et on revient à ce qu'on disait au début. Si c'est dans l'idée de stimuler sa carrière et dans 5 ans d'avoir un poste beaucoup plus assis, avoir une assise vraiment de poste, ça peut valoir le coup. Mais il faut savoir si personnellement on a envie de le faire ou pas. Moi, je pense que j'aurais pas eu l'envie, le courage de mettre autant ma vie dans mon travail sur soi un peu, pendant des années.
Et donc voilà, vraiment observer la typologie de l'entreprise. Et puis il y a des astuces qui commencent à se connaître, mais que ça paye pas, enfin ça mange pas de pain de le redire. Mais observer l'organigramme de l'entreprise, par exemple, savoir où est le poste RH dans l'entreprise. Là, le truc basique qu'on dit, c'est qu'il faut pas que les RH soient placés sous la direction, sous les CFO. sous le DAF, sous le CFO ou le DAF. Ouais. Parce que ça veut dire que l'argent passera toujours avant l'humain. 100%. Ou que même c'est des gens qui ne connaissent juste pas le métier des RH. Voilà. Là-dessus, tu as le même sujet pour les fonctions juridiques, souvent qui est mise en dessous de la finance, c'est pareil, ça marche pas en fait. Enfin... Et je vois, du coup, maintenant, moi j'ai un toc, c'est que dès que je vois passer un organigramme, je me jette dessus et je regarde où est la fonction RH. Et le dernier que j'ai regardé, non, pire, il y a beaucoup d'organigrammes où il n'y a pas de RH. De toute façon, en fait, est-ce que tu as déjà vu des RH en même temps que toi dans la même pièce? Ces gens-là n'existent pas de toute façon. Non, mais là, vraiment, hier ou avant-hier, j'ai vu passer l'organigramme d'une start-up parce que c'était les bilans de 2023 et tout ça. Le mec, il expliquait que dans sa start-up, il y avait beaucoup de collaborateurs. Hein. Je sais pas combien il y en avait, mais plusieurs dizaines. Et il n'y avait pas rien sur. Donc, je cherche le CPO, du coup, parce que c'est une start-up, donc Chief People Officer. Il n'y en avait pas. Je me dis, ok, il est peut-être sous le CFO. Non, t'avais responsable administratif. Non, c'est le stagios qui fait ça, qui fait les RH. T'avais responsable administratif, CFO, dirigeant. Et c'est tout. Je dis, ok. Donc, c'est une boîte qui a plusieurs années d'expérience, qui a des dizaines de collaborateurs. Il n'y a pas de RH. Qui fait ça, quoi Est-ce qu'on fait ça 2 heures le lundi matin et hop, c'est torché Et donc, voilà. Donc, déjà, est-ce qu'il y a un RH Bon, s'il y a un poste RH ouvert, a priori, qu'il y a quand même une direction RH quelque part. Est-ce qu'il y a un DRH Est-ce qu'il y a tellement de PME où tu n'as pas de DRH C'est le DAF, il est DRH quand il a le temps. Et puis, souvent, il ne connaît rien. Et on a juste... une responsable RH parce que c'est quand même souvent des femmes. Bien sûr. Et ça aussi, c'est hyper... on ne l'a pas évoqué, mais pour moi, c'est hyper lié aussi aux problématiques du métier de RH, c'est que c'est un métier de femme, c'est hyper lié et c'est pas un hasard si les RH sont des femmes. En bas de la RH, tu vois, un truc qui m'avait choqué, et j'ai fait un master RH, on était, je crois, 3 ou 4 hommes dans la promo de 25, et tous les intervenants professionnels, c'était que des hommes, et tous les DRH du CAC 40 sont quasiment que des hommes. Des fois, on met une DRH femme au quotidien, parce que tu comprends, il faut quelques femmes quand même, donc à la RH, c'est plus simple d'en trouver, ou en marketing, tu vois, genre c'est les deux métiers où c'est ok d'avoir des femmes, tu verras jamais une CFO. En communication aussi. En communication, exactement. Ouais. Et du coup, en effet, c'est un paradoxe, c'est que dans les étudiantes, t'as une majorité de femmes, mais dès que tu montes dans la hiérarchie, c'est fini en fait. En plus, ouais, je pense que je vais en faire un truc, un contenu, je bosse dessus depuis pas mal de temps, j'essaie de réunir des infos sur, c'est une sorte de paroi de verre, en fait, on va mettre sur ça, on va mettre ces femmes au poste de DRH, et ça, dans le live, non, il n'en parle pas dans le live, mais j'en avais parlé avec Christophe, avec qui j'ai fait le live en décembre, lui, justement, ça lui avait créé une problématique, parce qu'en tant qu'homme, on le faisait pas passer DRH, parce qu'on cherchait précisément une femme. Bien sûr. Et ça pose aussi des problèmes. Évidemment, c'est pas le problème le plus grave du monde non plus que les hommes puissent pas accéder à des postes à responsabilité. Mais de toute façon, dans la société, on prend tellement cher, nous les hommes. Ouais, c'est ça, not all men. Mais c'est quand même une problématique de se dire, je vais privilégier une femme parce que DRH femmes, ça donne. En fait, c'est les seuls postes où on va autoriser des femmes à y aller, et donc ça va invisibiliser une femme qui veut être directrice financière, par exemple. Ah, pas ça, non, parce que ça, c'est un vrai métier. Alors que DRH, c'est facile. Tu fais business officer, quoi. T'es animatrice BAFA, en fait, quand t'es RH, donc c'est ok. Du coup, ça dégrade l'image des RH, parce qu'on dit, on va autoriser une femme parce que c'est plus facile. Par contre, la directrice financière, non, il y a un homme, parce que c'est les sous, donc c'est pas des bêtises comme les RH. Donc, le fait que il y a un serpent comme ça qui se mord la queue indéfiniment, les RH sont dévalorisés parce que t'es des femmes, et les femmes sont dévalorisées, donc les RH aussi, et ainsi de suite. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant, et les solutions, du coup, en fait, il faudrait éduquer les entreprises pour reprendre des RH plus tôt. Et après, j'ai une question pour toi, mais tu vois, genre, une anecdote pour te donner un peu le moral RH. Tu vois, mon dernier job de CDI que j'ai vu avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais le premier salarié de la boîte, donc avec les fondateurs et fondatrices, et le premier RH. Et en fait, leur vision était, on sait que c'est important, la fonction people, et donc on va la créer dès le début. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. Et c'est parce que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui m'a dit, hey, Léo, j'ai un truc pour toi, nanana. C'était off radar, il n'y avait pas d'annonce, il n'y avait rien. Et c'était justement, après, la promesse était celle-là. Dans l'absolu, il y avait aussi une réalité annexe qui était qu'ils voulaient tellement pas faire aussi des RH qu'ils ont voulu le déléguer dès le jour 1. Mais tu avais quand même la promesse qui est, tu seras au CODIR, tu auras une voix parmi les autres, tu seras au même niveau que notre directeur technique qui a le double de ton âge. Et ça, tu vois, c'est fort. Et tu as des boîtes, je pense, de plus en plus qui commencent à comprendre ça. Très peu, mais de plus en plus. Mais ma question pour toi que j'avais, là, c'est pour te donner un peu d'espoir. La question pour toi, c'est, tu penses quoi des RH temps partagé? Est-ce que c'est pas du coup une solution d'avoir justement des RH un peu comme des consultantes, et des consultantes
consultants qui viennent justement montrer, regarde, je suis légitime et en seulement 2 jours par semaine, je te délivre plein de valeurs parce que je connais mon domaine, que j'ai 15 ans d'expérience, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance, genre Avisio, tu vois, à populariser un petit peu le concept en France des RPO et des RH sans partager? T'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est une solution ou pas du tout? Si, je suis la première à le défendre puisque ça a été mon cheval de bataille pendant des mois et des mois et des mois où je parlais plus que de ça. Et je travaille avec une femme dont c'est le métier de former les RH à devenir freelance qui s'appelle Aurore Collin. Je vous invite à la suivre. Et donc oui, évidemment que c'est une solution. C'est pas la panacée non plus. Ça reste. En fait, quand la problématique est que les RH sont mal vus, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la vision des RH. Mais en effet, j'ai plusieurs exemples, heureusement, de RH qui ont transformé l'essai comme ça, qui étaient frustrés dans le salariat et à qui ça correspondait d'être indépendante. Ça correspond pas à toutes, évidemment, et qui sont devenus RH à temps partagé ou RH indépendante, freelance, etc. Peu importe le terme que vous préférez. Et qui ont vu une évolution parce qu'il y a un truc tout bête, c'est que quand tu te présentes auprès d'un dirigeant et que tu es toi-même dirigeant d'une entreprise, t'as pas du tout la même façon d'être considéré. C'était égal à égal. Ce qui est horrible, parce que pour moi, ça veut dire que les salariés sont pas égaux aux dirigeants. Et voilà, c'est bien connu. On en parlait tout à l'heure, c'est un peu tes enfants de toute façon. Hein. On sait très bien qu'ils sont pas autonomes, les salariés. Ils savent rien faire d'eux-mêmes. Ils sont là pour recevoir un bulletin de paye. Hein. Et ce qui est terrible, c'est que mais il y a des histoires comme ça que j'ai eues d'une femme qui était DRH salariée, qui était considérée comme rien du tout, qui devient indépendante, qui revient auprès de la même entreprise et qui a d'un coup voix au chapitre parce que maintenant elle est patronne et qu'on veut parler de patron à patronne, ce qui est débile quand on y pense. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui était, tu vois, d'avoir un statut particulier pour les RH et justement de pas être salarié comme les autres parce que tu as ce dur rôle d'être entre les salariés et la direction et du coup, si tu es un salarié comme un autre, c'est un peu bizarre quoi, parce que du coup, tu ni la direction ni les salariés, tu es en train de marteler l'enclume et tu prends cher. Moi, je dis toujours que je pense qu'en fait, les RH qui sont en salariat, je pense qu'il faut que ce soit des gens qui n'aient pas de responsabilité dans le sens qu'il n'aient pas de conseils stratégiques à donner aux dirigeants, qui soient sur une poste administratif. Et ça convient à plein de gens. Celles qui sont frustrées, c'est celles qui veulent avoir un conseil stratégique à donner. Et on n'en donne pas, 100%. En tant que salarié, ça me paraît impossible à faire parce que, je dis tout le temps, pour moi, avoir une RH comme ça, salariée, c'est comme si tu avais un inspecteur du travail salarié. Il faut être indépendant pour pouvoir prendre du recul et pouvoir donner des vrais conseils parce que tu es en dehors du truc. Et j'aime bien en fait la posture des experts comptables. J'aimerais bien que les RH ressemblent plus aux experts comptables parce que c'est une profession indépendante. T'en as aussi des salariés, c'est pas du tout la même chose. Et les indépendants, ils donnent des conseils, ils ont leurs clients. Pour moi, le futur des RH, c'est ça, c'est un statut comme ça. Et t'as les comptables à côté qui font l'admin, tu vois. Genre t'as le collaboration qui marche très bien. Ils font la même chose pour les RH. Intéressant. En plus, ils sont pas obligés d'être indépendants parce que tu peux très bien créer une agence de comptables avec des comptables salariés de l'agence. C'est ce qui est en train de se passer pour les RH. Ça fait plusieurs fois que je discute avec des personnes qui montrent ça. Aussi pour être expert RH du coup et passer l'équivalent du diplôme des experts comptables qui est genre angoissant. Je pense que ce serait bien. Ouais. Mais au moins t'aurais des gens qui seraient méga formés au taquet et qui abandonneraient pas en fait. Enfin ceux qui veulent y aller, qui arriveraient jusqu'à 8 ans d'expérience. Il faut juste ordonner en fait. Il faut juste ordonner le truc aujourd'hui. Réguler un peu. Mais oui, réguler et que l'État intervienne là-dedans et fasse des trucs et dise ok, et ça se fait à l'étranger. En Suisse, t'as un brevet professionnel de ressources humaines. Si tu veux exercer en ressources humaines, faut que t'aies ce diplôme d'État. En France, 100%. N'importe qui peut s'improviser RH. Le brevet RH, je crois, il s'appelle un truc comme ça. Ouais, c'est quelque chose d'un brevet fédéral. Tu peux envoyer si tu veux un courrier à notre nouveau Premier ministre depuis ce matin, Gabriel Attal, et lui dire agis, fais un truc. Fais quelque chose. Non, mais vraiment, c'est le côté militant, je le mets là-dedans aussi. Trop bien. Je veux qu'on harmonise le métier de RH parce que ce sera bon pour tout le monde, pour les entreprises, pour les RH elles-mêmes. 100%. Parce que du coup, ça donnera potentiellement un parcours où tu commences tes RH salariés, t'apprends le métier, tu mets les mains dedans et tout. Tu sais que t'auras pas l'impact que t'as envie d'avoir parce que tu l'auras plus tard. Quand tu passeras le brevet RH, voilà, l'équivalent du DCG, mais pour les RH, tu entres dans un cabinet RH et tu vas dispenser tes conseils auprès des dirigeants. Et oui, ça demandera d'avoir l'expérience, mais aujourd'hui, de toute façon, les freelances, tout le monde s'accorde à dire qu'il vaut mieux avoir l'expérience avant de se lancer. En tout cas, sur ce volet-là, conseiller aux dirigeants, c'est bien d'avoir un peu de bagage quand même. Plus dur à faire direct. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est une belle voie et curieux de voir si tu fais genre des articles ou autres sur ce sujet parce que c'est un sujet hyper intéressant tu vois, t'avais des débats aussi côté recruteur sur est-ce qu'il faudrait un permis de recruter. Genre, j'étais à un atelier à Lyon l'autre jour et c'était un des débats dans la salle. En fait, c'est tellement impactant en termes de discrimination, par exemple, tu vois, que tu peux avoir dans ton job. Est-ce qu'il faudrait pas du coup des gens qui aient un permis, comme un permis de conduire, où tu pourrais perdre des points. À chaque discrimination, boum, tu perds des points. À la fin, tu dois repasser ton permis et t'es exclu. Ouais, ça irait très vite. Ça va loin, quand même. Ouais, ça va loin.
non, mais soit c'était genre des débats qu'on avait. Et avant qu'on passe à un dernier sujet qui est justement comment aider des boîtes à recruter des RH, mettre les conditions en place pour que du coup elles viennent chez soi. Et donc du coup, si tu as des dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, comment faire ça, c'est le moment un petit peu horror story, film d'horreur. Est-ce que tu aurais des pires histoires à me raconter, genre des trucs un peu alors soit anecdotes, alors pas forcément les trucs horribles, tu vois, mais genre vraiment des trucs pas cool qu'on t'aurait raconté et que t'as envie de partager pour que les gens se disent ah ouais, il se passe ça dans la vie des RH des fois. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui te viennent? Sinon, si t'as pas, on passe à la suite. Hein. Si, j'en ai quelques-unes parce que quand même sur le podcast, il y a eu des histoires qui sont assez difficiles à entendre. Ce qui est rigolo, c'est que je pense au premier épisode du podcast et quasiment au dernier. Donc il y a quand même un effet de roulement. Le premier épisode du podcast est avec Patricia et Patricia, c'était difficile de commencer le podcast comme ça parce qu'elle était vraiment en colère. C'est un épisode de colère où elle est très 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 en colère de pas réussir à avoir l'impact qu'elle a. Ça donnait le ton de ton podcast, quoi. Ouais, après coup je me suis dit est-ce que c'était vraiment le meilleur épisode à mettre en premier? En plus c'est ce que les gens écoutent en premier souvent. Ils écoutent le premier et le dernier quand ils écoutent un nouveau podcast. Oui, j'aime bien qu'ils écoutent celui-là aussi parce que celui-là il est vénère comme épisode. Et du coup ça donne le ton de ce podcast c'est pour les RH vénères. Pas content. Ah mais ouais, de toute façon des fois je fais la blague sur Insta et elles sont toujours à fond. Je dis je veux faire la grève du travail et moi je mènerai le cortège des RH et on sera il y aura t'imagines par métier, il y a chacun qui fait son métier. Moi, je mène le cortège des RH. On y va, mais pas le syndicat, hein, c'est bon. Et pourquoi pas créer le syndicat des RH? Ou le syndicat des RH, exactement. Un syndicat créé toute pièce qui serait en charge de gérer d'ailleurs l'ordre des RH comme l'ordre de l'expert comptable et de donner la nomenclature. Comme au Canada, l'ordre des conseillers en ressources humaines. Pourquoi on n'a pas ça en France? Pourquoi on n'a pas de code déontologique des RH en France? Pas content. Il y a un truc à faire. Et du coup, qu'est-ce qu'elle racontait, Patricia? Elle était en colère. Oui, Patricia était assez maltraitée dans les postes où elle était et puis ça s'est pas arrangé parce que c'est une personne que je connais personnellement et c'est un peu de pire en pire. Et donc c'est une RH qui racontait qu'elle a aucune voix au chapitre et pour te dire elle a même pas de bureau donc et elle est dans des secteurs. Le paillasson à l'entrée. Bah en fait elle le dit pas dans le podcast, c'est plus tard que je l'ai su sur un autre poste à un autre moment où elle avait carrément pas de bureau parce que du coup elle prenait le bureau inoccupé par les gens en mode flex office mais tout le monde a un bureau sauf toi quoi. Et c'était une très bonne façon de montrer à quel point les RH étaient mal vus dans cette entreprise et tous les jours on lui répétait les RH servent à rien, c'est un poste inutile, je le garde juste parce que c'est obligé. Et donc c'était le premier épisode et donc ça c'était l'épisode de colère et l'épisode plus de tristesse un peu c'était l'épisode de la saison 3 avec Diana. Histoire franchement ça tire les larmes. C'est Diana, elle a pratiquement sacrifié sa vie pour son travail parce qu'elle a eu d'énormes problèmes de santé et elle a fait plusieurs fausses couches parce qu'elle donnait tellement à son boulot, elle voulait tellement aider ses salariés, elle était en contexte Covid dans une boîte internationale toute seule à gérer 8 pays. Et elle était tellement sous l'eau, elle m'expliquait, je dis mais comment t'as survécu en fait? Et raconte ça et moi franchement j'étais presque en pleurs l'autre côté du micro parce que non mais c'est terrible. Et elle a commencé à avoir des problèmes de cœur, elle a perdu ses enfants et puis et là elle s'est dit c'est tout ça en fait et même après ça elle voulait continuer à bosser etc et c'est vraiment un moment de son corps il lui a dit mais juste tu vas mourir si tu continues et ça peut aller jusque là. Et dans le même NDD, il y a l'épisode avec Aude Célie qui a écrit un bouquin, enfin plusieurs, mais le dernier bouquin qu'elle a écrit c'est Autopsie d'un burn-out où elle s'est allée jusqu'à la tentative de suicide ou ratée heureusement, mais ça peut aller jusque là. Et donc j'aime aussi partager ces témoignages qui sont durs à entendre mais qui montrent mais c'est alarmiste, bien sûr et ça. C'est jusque là, tu peux te sacrifier pour ton job. Les RH peuvent aller jusque là pour sacrifier pour leur job, donc faut faire attention à soi quoi et c'est une psychologie quand même particulière de femmes qui ont tellement sauvé les gens qu'elles sont prêtes à mourir pour leurs collaborateurs presque quoi. C'est une image mais finalement c'est ça quand même. Tu t'oublies en fait entièrement en tant que professionnel et en tant qu'individu pour justement aider tes collègues et comme tu dis beaucoup trop. C'est bon de toute façon les histoires, enfin j'en ai écouté quelques-uns de pas ceux-là d'épisodes mais des fois c'est poignant à chaque fois même si c'est pas des histoires horribles mais c'est la manière dont les personnes se livrent, c'est bien que tu fasses ça. Est-ce qu'on pourrait après on passe à la suite mais est-ce qu'on pourrait dire j'espère que ça va te faire plaisir quoi, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est la Faustine Bollard des RH et du coup genre tu fais parler des gens de leurs problèmes du quotidien et j'aime bien le compliment que les gens me font souvent sur le podcast et j'aime beaucoup l'entendre, c'est qu'ils me disent que j'arrive à les mettre à l'aise et à se livrer alors qu'ils n'avaient pas prévu de se livrer et finalement ils le font.
Il y a notamment Charlène Emery qui était passée sur le podcast qui avait dit ça. Était hyper fort. Oui, en fait, c'est assez naturel. C'est juste que je suis obsédée par la vérité. Je veux entendre la vérité des gens, je veux entendre la vérité sur les choses, même si la vérité peut être dure. Et du coup, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Enfin, c'est pas pour rien que ça s'appelle les RH de la vraie vie. Je trouvais que le monde des contenus RH était tellement bullshit, tellement mon entreprise est géniale, je suis des RH de l'entreprise truc machin, on n'a jamais eu de problème, tous mes collaborateurs sont tellement heureux qu'ils me baisent les pieds le matin en arrivant. Et c'est chiant à écouter parce que tu te dis il n'y a pas de fond intéressant là-dessus. Non, puis pour moi c'est fake quoi. Si t'es DRH et tu dis qu'il n'y a aucun problème dans ton entreprise, c'est que t'es aveugle parce qu'il y a pas d'entreprise où il n'y a aucun problème. Moi, ce que je veux entendre, c'est des gens qui racontent leurs erreurs, comment ils en sont revenus, qui racontent un peu des deux, un peu des joies, un peu du positif, du négatif, des leçons de vie, des choses. Je veux savoir. Et puis surtout aussi, je voulais savoir qui sont les RH derrière leur costume. Parce que ça, que ce soit des hommes ou des femmes, quand on entend des DRH, souvent, t'as l'impression que être RH, c'est toute leur vie, quoi. Genre, ils n'ont pas de vie personnelle, ils n'ont pas de passion, pas de vie familiale, etc. Alors que la plupart en ont, mais juste, ils se séparent complètement, ils portent le masque du RH, ce qu'il faut être quand on est RH. Et c'est ça aussi qui donne une mauvaise image au métier, c'est que du coup on s'imagine que ça dure. Tu dois être qui tu n'es pas en fait quand t'es RH. Tu dois avoir envie. Tu vois, genre t'as beaucoup de RH moi que je connais qui sont genre hyper militants d'un point de vue politique et du coup qui doivent travailler avec des gens qui sont méga capitalistes parce qu'ils créent des boîtes en mode genre full profit. Comment tu te tords dans les deux sens comme ça quand du coup tu vas contre ton toi personnel? C'est hyper chaud à faire. Oui, c'est pour ça que c'est triste aussi que les RH s'expriment pas. Donc je leur donne la parole sur ce podcast parce que d'elles-mêmes, elles vont pas le faire. Les RH postent très peu, s'expriment très peu, et même quand on donne la parole, des fois j'ai aussi tout un travail de convaincre la personne pour qu'elle participe au podcast. Et il y en a beaucoup qui me disent non, parce que c'est au volontariat, donc celles qui m'écrivent souvent c'est au volontaire, et des fois même pas, parce que des fois il y en a qui m'écrivent, qui disent je veux le faire, et quand on le fait, elles font non, finalement, j'ai trop peur, je le fais pas, donc je les laisse et je reviens quelques mois plus tard. T'as un gros syndrome de l'imposteur sur la prise de parole RH. Oui, et aussi une peur de dire des choses qui pourraient blesser l'entreprise, tu vois, parce que quand t'es RH, t'es censé être diplomate, entre guillemets, et pas dire du mal de ta boîte, et là, du coup, c'est compliqué pour elles, notamment si elles sont en poste. Oui. Bon courage pour dire du mal de ta boîte actuelle. C'est pour ça que je propose l'anonymat. Par exemple, Diana, c'est pas son vrai prénom. C'est pas son vrai prénom, par anonymat, elle voulait pas être vu ce qu'elle livrait, en plus, je comprends totalement, donc bien sûr. on a utilisé l'anonymat, je le propose à chaque fois. Ouais, très bien. Peu le choisissent, mais il est toujours proposé parce que je veux du vrai. Tu les protèges, bien sûr. Et il y a certaines, il y a certaines. Dernière anecdote qui est bien différente, c'est j'ai fait un épisode avec une fille qui s'appelle Damaris et qui vient de République démocratique du Congo. C'était hyper intéressant. J'aime bien aussi avoir des épisodes avec des personnes qui sont à l'étranger, qui me racontent comment c'est les RH chez eux. Bien sûr. Là, pour le coup, elle travaillait en France comme gestionnaire paye, mais elle était en train de monter un cabinet de conseil en ressources humaines au Congo. Et donc elle racontait ça et c'était super intéressant. Elle raconte que le droit du travail au Congo c'est un peu compliqué, qu'il n'y a pas trop de règles, que même obtenir un bulletin de paye c'est pas forcément simple. Et donc on fait l'enregistrement et quelques semaines après elle m'envoie un message en disant Marie, j'aimerais bien qu'on mette en stand-by la diffusion de l'épisode parce que dans ma ville il y a un journaliste qui a tenu à peu près les mêmes propos de moi et qui a été enlevé. Donc j'ai un peu peur pour ma vie, donc est-ce que tu peux s'il te plaît ne pas diffuser? Je dis ok. Très bien, je ne diffuserai pas. Mon petit podcast, en plus à l'époque c'était le début, donc vraiment déjà qu'aujourd'hui il n'y a pas, c'est pas non plus France Inter. J'ai la chaîne de yourself quoi. Non, voilà, donc et du coup je lui ai dit oui, mais carrément, finalement on l'a diffusé quand même, donc il est en ligne. C'est fou. Mais c'était la première fois où je me disais, c'est aussi la première fois où je me suis rendu compte qu'on avait de l'impact en créant sur les réseaux. Bien sûr. Ouais, et puis impact qui peut être potentiellement négatif pour les gens, enfin faire un bad buzz et autres, on n'est jamais à l'abri quoi. Positif aussi parce que tu fais passer des idées, etc. Mais là 100%. C'était un risque quand même. Bien sûr, pour la vie d'une personne. Ouais, alors que moi j'avais juste fait un petit podcast dans ma chambre. Et donc voilà, c'était. Okay. Ouais, anecdote. C'est sympa. Pour finir, du coup, ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux petites 3 questions de conclusion. Dernière question, c'est pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, malgré avec tout ce qu'a dit Marie, j'ai quand même envie d'aider les RH que je recruterai, les recruteurs et recruteuses que je recruterai. C'est quoi les conseils que tu donnes à une entreprise qui recrute des RH, des gens de la fonction RH au global, donc la grande famille RH? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire venir des RH? C'est quoi un peu les astuces que tu pourrais donner?
Bah déjà c'est bien si l'entreprise s'intéresse Elle a au envie. sujet, déjà si elle a envie de Ça recruter suffit. Je ouais, prends. ayez envie de recruter une RH, c'est bien déjà. C'est bon, ça suffit. Hop, prochaine Non, question. c'est une fois que vous avez Ouais. vous avez cette envie de recruter des RH, félicitations, c'est super, vous allez voir, les RH sont géniales. Être le plus transparent possible avec les candidats et vraiment garder à l'esprit que c'est des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement cultivées, extrêmement compétentes, qui peuvent vous apporter beaucoup, qui ont beaucoup à donner. Et donc être très transparent sur comment fonctionne l'entreprise, ne pas hésiter à demander des conseils même pendant l'entretien, parce que ça peut, même si c'est quelqu'un que vous recruterez pas, ça peut être des super idées à mettre en place. Bien ou sûr. des partages d'expérience par rapport à ce qu'elle a vécu d'un secteur à l'autre. C'est hyper intéressant de faire de croiser les secteurs pour avoir des conseils. Partager de vous-même l'organigramme, expliquer quelle est la place de la fonction De la RH personne, ouais. dans votre entreprise. Pourquoi pas faire rencontrer différentes personnes pour mettre en confiance la RH, parce Bien que sûr. si vous amenez au cours de l'entretien, au cours du process, un manager, un collaborateur, et alors le top du top, ce serait un délégué, un délégué du personnel ou Ouais. même un représentant Ouais. syndical, ce serait génial. Mais ça montre vraiment qu'à la RH qu'elle va être accueillie à bras ouverts et qu'on l'attend pour faire Bien des sûr. choses, et que là c'est juste quelqu'un qui a été recruté parce que c'était légal et obligatoire. Donc être vraiment dans la transparence, parler de la culture d'entreprise de façon complètement transparente, encore plus que pour un autre collaborateur, parce que cette personne va devoir la représenter. Donc il faut qu'elle soit humainement complètement convaincue que vos valeurs sont compatibles avec les siennes. Donc voilà, vraiment considérer cette personne comme... après, c'est des conseils qu'on applique à un recrutement tout court, hein, mais peut-être encore plus pour les RH, parce que c'est vraiment un bras droit du dirigeant qui a besoin d'être complètement impliqué dans le projet. Et c'est des personnes qui ont un mental qui va faire que si elles sont impliquées dans le projet, elles peuvent faire des miracles et faire des choses extraordinaires. Donc ça vaut le coup de passer du temps à recruter son service RH, même si c'est pas des RH, c'est important quand même. Trop bien, hyper intéressant ce que tu dis, tu projettes, tu donnes de la transparence, tu fais rencontrer des gens, surtout au tout début, c'est déjà, première chose, déjà si 90% des boîtes commençaient à considérer le fait que recruter des RH c'est une bonne chose, plein de conseils que tu donnes, et c'est vraiment chouette, et je reprends aussi ce que tu disais en conseil qui était intéressant, mais s'il y a des gens qui auraient zappé, d'avoir des RH le plus tôt possible, genre toi tu me disais à un moment que attendre 50 c'est trop tard pour toi, moi je suis assez d'accord avec toi, pour moi c'est, alors en premier salarié peut-être pas, mais en tout cas dans les 10-20, parce que sinon tu as ce qu'on appelle du coup une dette humaine, on parle de dette technique dans le développement web, tu as une dette humaine si tu n'as pas de gestion RH. Après, ça veut pas dire que tu peux avoir des RH plus tard, mais il faut que les dirigeants et dirigeantes, sinon, aient fait déjà une politique RH, en fait, à minima. Oui, ou comme on disait tout à l'heure, prendre une RH partagée pour reboucler ce qu'on disait. 100%. Ça, c'est une autre solution aussi, ouais. Voilà, ou soit ça peut être... les RH sont pas forcément à temps plein, ça peut être une salariée à temps partiel, parce qu'il n'a pas forcément besoin de bosser à temps plein dessus. Oui, ça peut être, ouais. Ou prendre une freelance, une indépendante, même quelques heures par mois. Il y a des petites entreprises qui prennent que 1 heure même ou 2 plusieurs, par mois. Tu vois, quelqu'un pour l'admin et quelqu'un pour les conseils RH. Voilà, mais vraiment se demander, ne pas se dire, tant que j'ai pas atteint le seuil de X salariés, je n'ai pas besoin de RH. Si, vous avez besoin de RH tout de suite, mais pas autant que quand vous aurez 50 collaborateurs. Donc se demander dès le premier recrutement, dès le premier salarié, dès le début de la boîte, se demander qui va s'occuper des RH, parce que des tâches RH, il y en a dès le début. Et si vous, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas envie de le faire vous-même, il y a plein de solutions, il y a plein de RH qui ne demandent que ça, d'aller aider les dirigeants à gérer les RH, qu'elles soient indépendantes, salariées ou un peu des deux, peu importe. Mais il y a plein de solutions, il faut juste s'intéresser et poser la question. Trop bien. Écoute, merci pour cette réponse. On arrive du coup à la fin, et à chaque épisode de Tam Tam, je pose 3 questions à la fin à tous et toutes mes invités. La première, ce serait un contenu que tu aimes et que tu recommandes. Ça peut être un contenu recrutement, RH, ça peut être un contenu aussi qui n'a rien à voir avec ça. Ça peut être un livre, un podcast, un article. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui nous écoutent? Un truc que tu aimes bien, un ou plusieurs, vraiment que tu adores. Si on parle de sujet RH, je dirais un podcast. J'aime bien le Club RH. Qui a été géré par Sophie Plumer. J'ai eu la chance d'y participer. C'est un podcast qui est assez intéressant, qui a des sujets vachement intéressants. Et si c'est pas RH, le dernier podcast que moi j'ai découvert dans ma vie perso que je vous recommande, c'est À la folie pas du tout, de Bababam, et ça parle des histoires d'amour vues à notre époque et avec une prise de recul, et c'est vachement intéressant d'un point de vue féministe, mais pas que. En fait, il y a plein d'histoires intéressantes. La dernière que j'ai écoutée, c'était Charles et Camilla. Ok, pourquoi pas. C'était trop intéressant de savoir en fait comment ils se sont rencontrés et tout. Voilà. Pour les écoute, on mettra ça en description. Deuxième chose, est-ce qu'il y aurait une personne que tu aimes, plutôt dans l'univers pour le coup là, des RH et du recrutement, pour potentiellement que tu aimerais témoigner, qui tu penses serait pertinente pour témoigner derrière ce micro, ou pas du tout? Quelqu'un que tu aimes bien, que tu affectionnes?
Je sais pas s'il n'est pas forcément branché que recrutement, mais moi sur LinkedIn, j'adore lire les posts de Marco Dalla Palma, qui est adorable en plus, qui est plutôt sur des thématiques management, mais qui est passionnant, puis il est très très bon créateur, il fait plein de refs, c'est trop marrant. Donc lui, j'aime beaucoup le suivre sur LinkedIn. Et j'adore aussi Marjorie Di Placido, qui est en plus une amie proche, et qui est la queen du télétravail, et à chaque fois je la place, parce que je l'adore. C'est vrai, son nom auto-attitré sur LinkedIn. Mais donc, coucou Marjorie, si tu nous écoutes. Et dernière chose, est-ce que tu aurais une série ou un film à recommander? Alors, tu deviens un peu le programme télé, tu sais, genre c'est télé loisirs ce soir. Si les gens qui nous écoutent la journée où ils écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes à regarder en termes de série ou film qui t'aurait marqué? Ça peut être en lien avec les RH ou alors absolument pas, si tu veux. Ouais, parce qu'un film en rapport avec les RH ou une série en rapport avec les RH... Il y en a, t'as toujours des liens un peu capillotractés, tu sais, genre le genre va citer Ted Lasso typiquement, parce que t'as le lien avec le management, donc du coup t'as un lien indirect. Il y a aussi un film qui s'appelle Moneyball, je crois, qui est pareil sur une coach dans le football américain, et du coup pareil t'as un lien sur sélection des personnes, management potentiel et tout, mais ça peut être complètement décorrélé. Si, j'aimais bien le film Le Stagiaire. Avec Anna Tawai. C'était avec De Niro aussi, je crois, non? Qui joue un vieux stagiaire. C'est très rigolo ce film. J'avais bien aimé ce film. Ouais, très marrant. Et c'est un lien, donc je dirais celui-là. Il m'est venu comme ça, je l'ai pas. C'est vrai. J'y avais pas pensé en préparant l'épisode, cool, et en fait, je dirais celui-là. Trop bien. Écoute, merci. Est-ce que tu as une chose à rajouter, un mot de la fin, une phrase de la fin que tu aurais à dire pour les gens qui nous écoutent? S'il y a des RH qui nous écoutent, j'espère que vous vous sentez comprise et réconfortée, et j'espère que vous allez avoir envie de mettre des actions pour vous prioriser. Et puis si vous êtes dirigeant, j'espère que vous aurez envie de recruter au mieux et de traiter au mieux vos RH, parce que c'est un cercle hyper vertueux, et c'est comme ça qu'on créera le monde de demain. Parce qu'elles le valent bien. Exactement. Reclin d'œil à Laurel. Écoute, merci d'être venu. Non, c'est moi qui suis venu à toi aujourd'hui à Rennes. Mais du coup, merci de m'avoir invité dans tes magnifiques locaux 300 mètres carrés que tu payes grâce à tes 10K de CA journaliers. Pour ces gens qui arrivent là, qui se disent de quoi ils parlent, c'était une boutade qu'on a eue au tout début. Merci, c'était très chouette tout ce que tu as raconté. Plein de bons conseils, super activables, super concrets et de la vraie vie. Exactement ce que j'attendais de toi avant cet épisode. Donc merci Marie, passe une excellente journée et puis à bientôt. Merci Léo, à bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.